cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo veut mettre fin à la mobilité verte pour un mieux-être de l'environnement. Et pour y parvenir, ce sont les acteurs des transports qui sont réunis pour définir des stratégies d'action à découvrir dans ce journal. Et puis demain 12 janvier s'ouvre la 8e revue du plan sectoriel de l'éducation au Togo. Les acteurs éducatifs se retrouvent au chevet de l'éducation pour un travail de décryptage. Mais à quoi doit-on s'attendre? La question sera posée à l'invité du journal. Voilà donc pour les titres. La Commission nationale des frontières maritimes du Togo fait le bilan de ses activités menées en 2021. Pour démarrer cette nouvelle année, il est indiqué de mesurer le chemin parcouru pour penser aux perspectives. Christine Pétieki-Aloudé pour des précisions. La mission de la Commission nationale des frontières maritimes est de contribuer à la définition des frontières maritimes du Togo, négociées en vue de leur délimitation. C'est également elle qui est chargée de préparer les textes des traités de délimitation ainsi que les cartes marines et les autres textes du droit international avant leur signature et ratification. Les dossiers définitifs de demande d'extension du plateau continental est aussi à sa charge. Globalement, la Commission a pu réaliser les 2/3 de la mission qui lui est assignée. L'extension du plateau continental au-delà de 200 miles. Ce dossier a été confectionné et déposé aux Nations Unies. La carte marine officielle du Togo a été élaborée. Nous avons pu ouvrir les négociations avec les États côtiers. Avec le Ghana, le consensus sur le point de départ de la frontière maritime est trouvé, mais pas encore de ligne provisoire consensuelle de frontière. Nous allons poursuivre les négociations avec les pays voisins, notamment le Bénin et le Ghana, pour parvenir à une délimitation de frontières maritimes consensuelles. C'est l'une des perspectives. Le dossier du plateau continental a été déposé aux Nations Unies. Ce dossier doit passer en commission du plateau continental. Et lorsque la commission évalue notre dossier, ils vont nous inviter à aller défendre le dossier. La Commission a rendu un hommage mérité au président de la République pour son implication, son engagement et son soutien dans l'accomplissement de sa mission. La planète entière fait face au phénomène de changement climatique et le secteur des transports est ciblé comme l'un des gros pollueurs. Il urge alors d'aller vers des stratégies de réduction de gaz à effet de serre et notamment la mobilité verte. Et les acteurs du secteur transport sont en réunion depuis ce matin à Lomé pour découvrir ensemble les méthodes qui contribueraient à répondre aux enjeux climatiques. Le point avec Antoinette Romao. Le secteur des transports est l'un des plus gros consommateurs d'énergie. Plus de 56% des émissions de gaz à effet de serre dégagées par ce secteur. La prise de conscience autour d'une mobilité verte est désormais plus évidente au niveau gouvernemental. Aller vers une mobilité pratique, peu polluante et respectueuse de l'environnement et du cadre de vie. Pour contribuer à réduire les émissions dans ce secteur, le gouvernement togolais, dans sa feuille de route 2020-2025, a mis en place un projet, le projet 36, qui a pour vision de faire en sorte que le Togo aille vers la mobilité électrique, essentiellement centrée sur les transports électriques. C'est de faire en sorte que dans l'immatriculation annuelle soit portée à au moins 3% d'ici 2025. Donc pour atteindre cet objectif, il va de soi que tous les acteurs qui sont concernés, qui vont contribuer à l'atteinte de cet objectif, soient sensibilisés.
Le covoiturage, l'utilisation des voitures hybrides, le vélo, la marche ou encore les transports en commun sont quelques options pour aller vers une mobilité verte afin de répondre aux enjeux climatiques. Caution de 3 mois, garantie de loyer de 3 mois. C'est la nouvelle mesure du gouvernement togolais pour réglementer le coût de la caution et de la garantie de loyer dans le Grand Lomé. Que comprendre des implications de ce décret et en clair, à quoi devra-t-on s'attendre? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Ulrich Amega. 5 janvier 2022, le gouvernement togolais mettait fin au dysfonctionnement du coût de la caution de garantie de loyer et du bail d'habitation. Première zone ciblée, le Grand Lomé. Une mesure utile pour encadrer les baux d'habitation, protéger locataires et propriétaires. Le gouvernement, dans sa logique d'inclusion sociale, plafonne désormais la caution et la garantie de loyer à 6 mois, éclatée en deux. Il y a d'abord la caution, que je peux définir comme la somme que le locataire verse à la signature du contrat est destinée à couvrir la réparation des dégâts qui seraient amenés à causer sur l'immeuble ou sur les équipements de l'immeuble en fin de bail. Tandis que la garantie de loyer est destinée à couvrir les mois de préavis que le propriétaire peut donner au locataire ou à l'initiative du locataire qui voudrait déménager. La caution, quand vous la versez, ne vous produit pas d'intérêt. Elle est restituable. Lorsque le locataire n'a rien gâté, a payé toutes ses factures d'eau, d'électricité, a curé les faux septiques, à la fin, le propriétaire doit lui restituer intégralement. Mais si le propriétaire n'a pas pu le faire dans l'immédiat, le décret lui donne juste 1 mois pour le faire. À défaut, cette caution commencerait maintenant par produire des intérêts. Désormais, le contrat de caution et de garantie de loyer sera écrit en bonne et due forme, suivant un modèle type. Les mécanismes sont d'ores et déjà envisagés pour que cette mesure soit respectée au pied de la lettre. Le gouvernement veut compter sur la collaboration des différents acteurs intervenant dans l'immobilier. Nous allons faire des démarches participatives, associer tous les acteurs, notamment les agents immobiliers, les notaires, les avocats, les magistrats, les commissaires-priseurs, les associations de consommateurs, les propriétaires, les associations des bailleurs et surtout, nous allons impliquer les maires qui vont s'approprier le contenu de ce décret et chacun va jouer le rôle de veille. Au niveau du ministère, nous allons également monter des cellules qui vont également faire des descentes périodiques sur le terrain pour nous assurer de la mise en œuvre effective de cette nouvelle mesure. Cette mesure participe aux différentes préoccupations des couches les plus vulnérables qui, elles aussi, doivent avoir un toit. Chaque année, le Togo s'évertue à garantir une éducation de qualité équitable et accessible à tous. Le plan sectoriel de l'éducation a été adopté pour renforcer justement cette vision. Et chaque année, le Togo évalue la mise en œuvre de son PSE pour donner de nouvelles orientations au système éducatif et répondre ainsi aux défis de l'heure. Et demain s'ouvre la 8e revue. Et nous allons en parler avec l'invité du journal, le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Mais avant, suivons cet avant-papier de Dodo Waré. Dans quelques heures, la grande revue du plan sectoriel de l'éducation PSE. Ça fait 2 ans qu'on n'en a pas parlé. Le plan sectoriel de l'éducation est un instrument sur lequel le Togo s'appuie depuis 2010 pour redresser le système éducatif et offrir une éducation équitable et inclusive de qualité à tous. La revue a dû être reportée à 2 reprises à cause de la pandémie de Covid-19. Exécution financière et technique, activités menées au sein des ministères concernés, recommandations à l'endroit du politique, des activités phares qui passent à la loupe au cours de ces revues. Malheureusement, le PSE est resté intact ces 2 dernières années. La pandémie de Covid-19 ayant bouleversé le fonctionnement normal du système éducatif.
La revue sectorielle aura finalement lieu demain. 3 jours pour évaluer les difficultés d'exécution, les urgences imposées par la pandémie de Covid-19 et les directives de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 en ce qui concerne l'éducation. 4 ministères sont concernés: enseignement primaire et secondaire, enseignement supérieur, action sociale et enseignement technique. Le bilan se fera ministère par ministère. Les acteurs auront l'occasion d'apprécier les réalisations physiques et financières de chaque ministère, les indicateurs de performance des sous-secteurs, la gestion de la pandémie dans le secteur éducatif et les défis qui minent l'éducation togolaise. Voilà, donc ainsi présenté ce qui se fera à partir de demain. Il s'agit donc de la 8e revue du plan sectoriel de l'éducation. Et nous sommes sur ce plateau avec l'invité du journal. Il s'agit de professeur Senayao Akakbo Noumado. Il est le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Anita. Alors, professeur, nous sommes ou bien demain s'ouvre la 8e revue du plan sectoriel de l'éducation. On comprend alors que un chemin a été parcouru. Alors, quels sont aujourd'hui les grands défis du secteur de l'éducation? Les défis du secteur de l'éducation sont ceux-là qui ont été ciblés déjà en 2010, où le premier plan sectoriel a été adopté par le Togo. Et il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits sur ces grands défis, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il s'agit donc des questions de l'accès à l'éducation. Il y a toujours 4,5% des enfants en âge scolaire qui ne vont pas à l'école, et c'est une préoccupation fondamentale. Il y a la question de l'équité. Nous avons toujours des inégalités d'accès, des inégalités de participation entre filles et garçons, entre zones rurales, zones urbaines, entre des régions très pauvres de notre pays, et on doit toujours travailler sur ces questions d'équité dans l'accès, dans la participation et dans la réussite scolaire. Il y a la question de la qualité de notre éducation, la qualité sous 2 angles. Premièrement, en ce qui concerne l'efficacité interne, c'est-à-dire la qualité des contenus, la qualité et la pertinence des méthodes d'enseignement en lien avec l'évolution du contexte social national et international. Il y a le second aspect qui est l'adéquation donc de l'offre éducative avec les besoins de l'économie, les besoins de développement social et économique de notre pays. Donc tous ces défis doivent être revus à la loupe. Il y a également la question de gouvernance et de pilotage du secteur de l'éducation, sur lesquels nous devons travailler pour plus d'harmonie dans les ministères, dans le fonctionnement des 4 ministères qui gèrent l'éducation, dans le fonctionnement de ces ministères avec les ministères partenaires du secteur de l'éducation et avec tous les autres services qui interviennent dans le secteur de l'éducation. Alors, professeur, on comprend que le gouvernement s'investit pour une éducation de qualité. Et la session qui s'ouvre demain sera axée alors sur quelle thématique? Comme vous l'avez déjà annoncé, l'année 2020 a été marquée par le début de la crise à coronavirus, qui a connu donc la fermeture des écoles pour un moment donné. Alors, la revue de demain sera centrée sur le bilan de la riposte à la pandémie dans le secteur de l'éducation. Et à partir de ce bilan, nous allons donc tirer les leçons, identifier les bonnes pratiques qui vont nous permettre de renforcer la résilience du secteur de l'éducation, puisque la pandémie se poursuit et on ne sait pas à quand la prochaine catastrophe. Donc nous devons nous préparer pour avoir un système éducatif très résilient, capable de résister à toutes les difficultés. Et au-delà donc de ce bilan, et de ce bilan donc, et puis des perspectives de résilience, nous allons revoir la mise en œuvre du plan sectoriel à partir donc de ces axes traditionnels au niveau de chaque ministère sectoriel. Donc l'accès, qu'est-ce qui a été fait pour l'accès à l'éducation dans tous les ministères sectoriels, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer l'équité, pour améliorer la qualité, pour améliorer la gouvernance, et comment les indicateurs ont évolué au niveau de chaque sous-secteur de l'éducation. D'accord.
Professeur, le gouvernement a lancé également les travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires. Il s'agit de 30 000 infrastructures scolaires. Alors, est-ce que le plan sectoriel de l'éducation s'inscrit également dans ce programme? C'est plutôt ce programme qui s'inscrit dans le plan sectoriel de l'éducation, qui s'inscrit dans l'axe numéro 1, qui est l'accès à l'éducation. Donc la feuille de route gouvernementale 2020-2025 s'inscrit très bien dans les axes du plan sectoriel de l'éducation et nous allons donc saisir également cette occasion pour commencer par évaluer également ce qui est prévu et ce qui est en train de se faire au niveau de la mise en œuvre de cette feuille de route dont le programme 9 et le programme 10 concernent strictement la question de l'accès, la question de l'équité et la question de l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. D'accord. Alors, professeur, peut-être une dernière question. Demain s'ouvrent les travaux, donc cette 8e revue, et ce sera pour 3 jours. Alors, à la fin des travaux, à quoi doit-on s'attendre? Quelles sont vos attentes, justement, en tant que participant? 3 jours de bilan, 3 jours de discussion entre les acteurs, les partenaires, la société civile. Nous attendons des recommandations pertinentes. Nous attendons des leçons apprises. Nous attendons des bonnes pratiques que nous pouvons pérenniser, dupliquer. Et nous attendons également plus d'engagement, plus de sincérité au niveau des acteurs, des partenaires de l'éducation, autour des défis que nous devons relever, de sorte que nous puissions ensemble construire le système éducatif du Togo et répondre aux attentes des jeunes, répondre aux besoins éducatifs de toutes les couches sociales du Togo et répondre également aux besoins de développement économique de notre pays. D'accord. Merci beaucoup, professeur, et nous vous souhaitons déjà une bonne revue. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous étions donc avec le professeur Sena Yao Akakbonumado. Il est le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Est venu nous parler un peu de ce qui se fera à partir de demain à la 8e revue du plan sectoriel de l'éducation. Et à ce jour du mardi 11 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 34 658. 273 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 27 552. 261 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 6 848. Et le nombre de décès est passé à 258. On enregistre malheureusement 4 nouveaux décès depuis hier. Et c'est un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la santé. La méningite continue de tuer en silence au Togo, surtout dans les zones rurales. Et depuis le 27 décembre dernier, le gouvernement a démarré l'introduction du vaccin Men Afrique Vac dans le calendrier vaccinal pour éradiquer la maladie. Et sont éligibles à ce vaccin les enfants âgés de 15 mois. Le point du processus a été dressé ce jour aux médias et le reportage est signé Ekoui Salah. Des journalistes venus des 4 coins du Grand Lomé. Ils s'informent sur le processus d'introduction du vaccin Men Afrivac dans la vaccination de routine au Togo. Ce vaccin protège contre la méningite. Son introduction démarrée le 27 décembre 2021 concerne les enfants de 15 mois exclusivement. Souvent, les parents, à partir du 9e mois, après avoir fait leur vaccin contre la rougeole, oublient qu'il faut encore ramener les enfants à partir du 15e mois. Parce que par le passé, les informations qu'on disposait, c'était de faire vacciner son enfant au moins 5 fois. Mais maintenant, c'est qu'il faut faire vacciner son enfant au moins 6 fois. C'est-à-dire qu'après le 9e mois, il faut encore amener son enfant pour se faire vacciner contre la méningite et la rougeole deuxième dose. Jusqu'à ce jour, le Men Afrivac n'est administré que dans 4 régions économiques du Togo. Il s'étend désormais à toutes les régions, y compris le Grand Lomé. Ce vaccin offre aux inoculés une immunité allant jusqu'à 10 ans. C'est un vaccin qui existait, mais seulement qui n'était pas encore introduit dans le programme élargi de vaccination. Il est très important qu'on introduise
ce type de vaccin dans le PEV de routine afin que les enfants acquièrent une immunité et par conséquent pouvoir lutter contre la survenue éventuelle de cette maladie. L'épidémie de la méningite a fait plus de 500 morts au Togo en 1997. La maladie est toujours d'actualité, même si les cas se font de plus en plus rares. D'où l'importance de la vaccination pour son éradication. Et l'actualité sanitaire est également marquée par cette première mondiale. Des chirurgiens américains ont réussi à greffer un cœur issu d'un porc génétiquement modifié sur un humain. Il s'agit d'un Américain de 57 ans en phase terminale d'une maladie cardiaque. Il est désormais étroitement suivi pour s'assurer que le nouvel organe fonctionne correctement. Abosa Dadja et Nadej Nyanya pour des précisions. C'est une avancée chirurgicale majeure, voire une première mondiale. Va-t-on vers une approche de solution à la pénurie d'organes? Selon une annonce faite lundi 10 janvier par l'école de médecine de l'Université du Maryland, des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient humain un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. L'opération a été menée vendredi et a permis de montrer pour la première fois qu'un cœur d'animal pouvait continuer à fonctionner à l'intérieur d'un humain sans rejet immédiat. David Bennett, 57 ans, un patient qui a passé des mois alité et branché à une machine qui le maintenait en vie et qui a même été déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, a reçu le cœur porcin. Il est désormais étroitement suivi par les médecins pour s'assurer que le nouvel organe fonctionne correctement. Pour ce patient, c'était soit la mort, soit cette greffe. Et il a hâte de pouvoir sortir de son lit une fois rétabli. Près de 110 000 Américains sont actuellement sur la liste d'attente pour une greffe d'organes et plus de 6 000 personnes qui auraient besoin d'une greffe meurent chaque année dans le pays. Et l'actualité sur le continent africain, ce sont également ces réactions après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. À Bamako, les populations s'expriment et disent n'être pas d'accord. Sur le campus de Bamako, c'est un lundi presque comme les autres pour la grande majorité des étudiants. Pas pour Jelika et de nombreux étudiants venus de l'étranger. Les sanctions émises par la CEDEAO sont sur toutes les lèvres. Tous s'inquiètent de l'isolement du Mali. Moi, je viens du Bénin. Donc actuellement, je ne peux pas recevoir d'argent de mon papa. Je suis obligée de rester comme ça, sans rien. Donc après ça aussi, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, je pense que nous ne pourrons pas partir dans nos pays respectifs pour les vacances. On est obligé de rester au Mali avant la levée des sanctions. Dans son bureau, Ibrahima Sori fait ses comptes. Commerçant import-export, il tente de quantifier l'impact de cette fermeture des frontières sur ses activités. Personnellement, j'ai acheté des véhicules en Allemagne qui doivent arriver au port de Dakar plus tard le 25 de ce mois. Donc avec cette situation, je ne sais pas si je pourrais les récupérer ou pas. L'économie malienne est en danger. L'annonce du gel des avoirs de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest n'est pas pour rassurer les institutions financières. Geler les avoirs du Mali à la BCEAO, ça complique toute la situation. Parce que ces avoirs maliens n'appartiennent pas à la transition ni aux autorités de la transition. Donc pour nous déjà, c'est une sanction à l'endroit du peuple. C'est le peuple que la CEDEAO est en train de sanctionner. Ça revient à dire que ces avoirs de l'État ne pourront plus être utilisés même pour le paiement des salaires des fonctionnaires. À la télévision nationale, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, lit un communiqué. Il affirme que toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement normal du pays ont été prises et en réponse aux sanctions de la CEDEAO, le ton est martial. Sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisés. Un conseil des ministres extraordinaire se réunira en fin de journée à Bamako pour étudier d'autres mesures de riposte. Au niveau international, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra ce mardi sur la situation du Mali.
Et l'autre réaction est venue de la Guinée. Le pays s'est désolidarisé de la CEDEAO et réaffirme son soutien au Mali en gardant ses frontières ouvertes à son voisin. Après les sanctions prises à son encontre par la CEDEAO, le Mali semble isolé dans la région. Le pays a rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et a décidé de fermer ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO. Mais Bamako peut toutefois compter sur le soutien de Conakry. Dans un communiqué lu lundi soir à la télévision, les autorités guinéennes ont fait savoir que les frontières du pays resteraient ouvertes au Mali. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Les sanctions contre le Mali ont déjà commencé à se faire sentir. La compagnie aérienne Air France a par exemple annoncé ne pas pouvoir assurer la desserte de Bamako en raison de tensions géopolitiques régionales. L'embargo commercial, lui, pourrait mettre plus de temps à produire ses effets, mais les Maliens sont tout de même inquiets quant au risque d'inflation ou de pénurie dans le pays. Le pouvoir militaire à Bamako s'est dit ouvert au dialogue avec la CEDEAO, mais a tout de même appelé les Maliens à manifester ce vendredi contre ces sanctions. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé à une mobilisation générale sur tout le territoire. Et sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché ce mardi sur la situation au Mali. Et lors de la réunion, les membres du Conseil onusien se sont séparés et se sont présentés divisés sur la question. Et la France et l'Union européenne, par la voix du président français Emmanuel Macron et Charles Michel du Conseil européen, soutiennent la décision de l'instance régionale. Et pour finir sport, à présent ce mardi, l'Algérie a été tenue en échec par une surprenante équipe sierra-léonaise par un score nul de 0 but partout. Et nous parlons donc des résultats de cette journée comptant pour la CAN 2021. Le Nigeria, de son côté, s'est imposé face à l'Égypte avec un but à 0 marqué en première période. Et la Guinée-Bissau et le Soudan se sont séparés par un score vierge de 0 but partout. Et demain, vous suivrez à partir de 13h sur la télévision togolaise le premier match qui opposera la Tunisie au Mali. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.